Madame Wallis Goulen, bonjour. Bonsoir Isabella. Alors vous êtes chef d'unité à la Commission européenne dans la Direction générale de l'emploi, en particulier pour tout ce qui est service de mise à l'emploi, mais aussi la mobilité des travailleurs. Voilà, tout à fait. Depuis longtemps ? Depuis pratiquement 2 ans maintenant. Et ma principale responsabilité est de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie européenne de l'emploi, c'est-à-dire à faire en sorte que l'ensemble des citoyens qui le souhaitent dans l'Union puissent avoir accès à un emploi via les services publics d'emploi en particulier, qui sont là pour les aider à gérer leur transition sur le marché de l'emploi. Vous gérez combien de personnes ? Dans mon unité, on est 22. 22 personnes. Et vous avez toujours travaillé dans le secteur public. Vous avez fait vos études en France. Vous êtes économiste ? Oui, tout à fait. Et vous avez commencé à travailler pour différents ministères en France ? Oui, j'ai commencé comme fiscaliste, inspecteur des impôts, plus précisément au ministère de l'économie à Paris. Je n'y suis restée que 2 ou 3 ans. Et ensuite, je suis passée rapidement dans les services du Premier ministre en charge de la coopération européenne. Donc, préparer les positions du gouvernement français vis-à-vis de Bruxelles, justement. C'est là que le virus européen... C'est là que le virus européen s'est diffusé dans toute ma famille, ou presque d'ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière européenne. Et j'ai donc dû passer ensuite un deuxième concours, après avoir passé celui de l'administration publique française, pour intégrer les services de la Commission européenne, où j'ai aussi commencé comme fiscaliste pour mettre en place le régime de TVA intracommunautaire qui permettait d'éliminer les contrôles aux frontières, notamment pour les PME, entre autres. Ils en ont beaucoup bénéficié. Ça a simplifié leur flux de commerciaux, d'importation et d'exportation à l'intérieur de l'Union européenne. Et puis, une fois que nous avions achevé le marché intérieur en 1993, eh bien, je suis passée à la direction générale en charge des relations extérieures, où j'ai fait une carrière de diplomate économique pendant une dizaine d'années. Et puis après... Puis à l'emploi. L'emploi, oui. Vous êtes occupé du travail des personnes handicapées ? Voilà, c'est ça, pendant 5 ans. Mettre en place une véritable stratégie européenne dans ce domaine pour leur intégration dans l'économie, dans la société, et puis négocier également le tout premier traité international droits de l'homme auquel la communauté européenne était partie prenante et qui a porté sur les droits des personnes handicapées. Et pendant tout ce temps-là, vous avez fait 7 enfants. Oui, effectivement, j'ai commencé en France et j'ai terminé à Bruxelles. Il y en a 2 qui sont nés ici. C'est 2 carrières en parallèle. Faire 7 enfants, c'est pas rien. Comment vous parvenez à allier les 2 ? Eh bien, je dois dire avant toute chose que j'étais extrêmement privilégiée. J'étais extrêmement privilégiée parce que lorsque nous avons attendu notre 2e enfant, nous avons eu une discussion, mon mari et moi, parce que nous savions que nous voulions beaucoup d'enfants, pour savoir lequel de nous 2, en fait, allait rester plus spécifiquement à la maison pour s'occuper des enfants. Nous avons fait une analyse en termes, si j'ose dire, d'avantages comparatifs, plutôt de compétences comparatives, et mon mari ayant été enseignant, et ayant excusez-moi, parfois je mélange le français et l'anglais, la volonté extrêmement forte d'élever ses enfants lui-même, eh bien nous avons décidé que c'est lui qui resterait à la maison, qui s'occuperait des enfants. Je vous arrête parce que je trouve ça incroyable. Vous avez fait une analyse des compétences, et alors que, surtout il y a quelques années, c'était encore plus marqué, qu'on considère que la petite enfance est davantage l'apanage des femmes, et là tous les 2 vous êtes dit, c'est toi l'homme de la famille qui est plus compétent que moi. Oui, disons que mon mari a un caractère particulier. Il a fait des études d'histoire. Il était historien, chercheur pour l'université de Yale aux États-Unis, Sciences Po Paris. Mais il avait en même temps fait des stages dans les écoles maternelles. Il avait cette facilité de communication avec les jeunes enfants et cette richesse que les jeunes enfants peuvent apporter à travers leurs questions et leurs questionnements sur la vie, notre environnement. Et donc, il était absolument passionné par le développement de la petite enfance et il a voulu le faire avec ses propres enfants. Et d'autant plus que ni l'un ni l'autre, nous voulions confier nos enfants à une tierce personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne voulait pas utiliser une halte garderie ou quoi, mais on ne voulait pas qu'en permanence, ce soit d'autres personnes que nous qui nous occupions des enfants. On pensait que la présence des parents était importante. Pardon ? Il s'est arrêté de travailler ? Il s'est arrêté de travailler, oui, tout à fait. Il a pris un congé de l'Éducation nationale française pour pouvoir élever ses enfants. Ce congé a duré jusqu'à ce que notre dernier enfant ait atteint ses 8 ans, à la suite de quoi il a pris un congé de convenance personnelle pour pouvoir suivre son conjoint à l'étranger, entre guillemets, puisque la Belgique était l'étranger pour la France à l'époque. Eh bien, en tout cas, c'est un pionnier parce qu'il y a très très peu de pères au foyer. Comment est-ce que ça a été vécu au sein de la famille, au sein des amis ? Ça n'a pas été très très facile. Au sein de la famille, étant donné qu'il y avait beaucoup de personnes âgées,
Ils avaient une vision plus traditionnelle des rôles. Hein. Oui, normalement, d'abord c'était une stigmatisation pour moi, un peu une culpabilisation. Et puis pour mon mari, on le voyait avec un autre regard, plutôt dévalorisant, je dois dire. Ouais. Donc il a dû tenir bon et ferme et la tête haute. Vis-à-vis des autres jeunes parents, et notamment dans les relations qu'on peut développer, les réseaux sociaux à l'école ou autre, c'était très difficile pour lui. Il était très isolé parce qu'il n'était pas invité au café entre mamans ou quoi. Il n'avait pas l'habitude de voir un homme entre elles. Mais la situation a terriblement évolué depuis le moment où nous avons pris cette décision il y a 29 ans. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes mariés. Et la situation au jour d'aujourd'hui, et notamment dans un pays comme la Belgique, qui se rapproche peut-être plus des traditions du nord de l'Europe, où la place de la femme dans l'économie, dans la vie des entreprises est totalement différente, plus égalitaire par rapport à celle de l'homme. Et puis, bon, nos sociétés ont évolué, notre législation européenne a évolué, et donc les mentalités aussi ont fini par évoluer. Est-ce que vous seriez, par exemple, en faveur de l'obligation d'un congé de paternité, pour justement que les rôles au sein de la famille soient davantage égalitaires ou interchangeables ? Donc là, je vais m'exprimer à titre personnel, et pas en tant que fonctionnaire de la Commission européenne. Je pense qu'il faut donner le droit au congé paternité, mais pas l'imposer aux pères. Je pense que là, nous entrons dans des décisions qui relèvent de la vie privée, de la vie familiale, et c'est aux couples eux-mêmes et aux parents de décider comment ils vont s'organiser. Mais en tout cas, il faut pouvoir rendre ou donner cette possibilité aux pères de le faire, de la même manière qu'on le donne aux femmes. Donc sans plus et sans moins, vraiment traiter les droits des femmes et les droits des hommes dans ce domaine strictement à égalité, à parité. On en est encore loin. Quel serait le conseil que vous donneriez à une jeune femme qui se pose la question de comment est-ce que je vais faire pour tout combiner ? Ne pas se poser la question. Avancer, aller de l'avant, essayer. Je crois que si nous nous étions posé beaucoup de questions, tout d'abord, on n'aurait pas eu cet enfant, parce que à l'époque, je n'avais qu'un salaire de fonctionnaire national, donc c'était relativement peu élevé. On a vécu pendant 10 ans dans un HLM, comme on dit en France, donc une habitation sociale, et ça ne nous a pas arrêtés. Et puis ensuite, lorsque j'ai eu mes congés maternité successifs dans l'administration française, eh bien, il y a un équilibre qui s'est fait avec mes responsables successifs, et j'ai toujours montré que j'étais prête à coopérer, à collaborer sur un dossier quelconque, que j'avais une certaine disponibilité, mais en même temps, il fallait respecter ma vie familiale. Et je crois qu'il ne faut pas se stigmatiser soi-même, ne pas s'empêcher de faire quoi que ce soit. Je dirais qu'il faut oser, il faut tenter. En tout cas, vous êtes un exemple vivant d'une carrière bien réussie, bien remplie, avec des magnifiques, des missions absolument magnifiques, et en même temps une belle vie de famille puisque vous avez 7 enfants et un mari au foyer. Vraiment, toutes mes félicitations. Je suis sûre que ce sera très inspirant pour nos auditrices et nos auditeurs. Merci beaucoup, Madame Goulem. Merci, Isabella. À bientôt, peut-être.